Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Tribunal pour les générations futures organisée par la région Centre-Val de Loire et Ouzbek Erika. Alors nous sommes tous très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous et avant que cette grande salle se transforme en palais de justice, j'aimerais donner la parole à nos deux présidents qui sont ici présents avec nous. Donc je vais donner la parole pour commencer à monsieur Éric Blond, président de l'Université d'Orléans. On peut l'accueillir. Ah bah voilà, je vais juste m'assurer. Je vois ce qui était prévu. Bon. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ça Eh ben, je vous laisse la parfaitement. scène. Bonjour à tous. Un grand merci d'être présent. Alors, je vais commencer par remercier Monsieur le Président de Région et ses collaborateurs qui nous ont proposé d'accueillir cet événement. Et alors, ça me fait chaud au cœur de voir cet amphithéâtre plein, une université ouverte avec tous les âges. Et ça, pour nous, c'est un immense plaisir. Et je dirais à certains collègues, sur le ton de la boutade, certains sujets remplissent mieux les amphithéâtres que d'autres. Je pense que là, aujourd'hui, on a atteint une jauge. Alors, l'amphithéâtre est à 450 places, pour ceux qui se demandent. Ça vous donne un ordre de grandeur. On peut déjà dire que c'est un premier succès. Alors, il faut bien évidemment que je vous parle un peu de l'intelligence artificielle. Alors, je suis physicien. Chez nous, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Pour nous, ce sont des automates évolués, mais appelons ça intelligence artificielle, puisque c'est le terme communément utilisé. Alors, c'était encore un objet d'expert il y a quelques années, me mettons dans les notes. Bon, moi, je me dis il y a longtemps quand même, 1960, 70, pour ceux qui ont des notions de mathématiques. Il y avait déjà des réseaux de neurones, etc. Ça s'est répandu à très grande vitesse ces dernières années, surtout depuis 2022, si vous regardez bien, avec les IA génératives. Ce sont devenus des outils extrêmement puissants, mais potentiellement gourmands. Alors évidemment, on peut penser gourmand en énergie. Je ne sais pas si vous en parlerez, mais c'est un sujet, hein, la consommation énergétique de ces objets. Gourmand en termes de conception, beaucoup de personnes travaillent. Il y a des tas de gens qui relisent ce que vous tapez sur ChatGPT en permanence. Si vous imaginiez les armées de personnes qui sont derrière tout cela. Gourmand en moyens financiers. Bref, la réflexion purement technique n'est plus suffisante aujourd'hui. Il faut rentrer dans une autre lecture. Cette massification des usages entraîne nécessairement de la réflexion qui n'est plus du domaine de la physique ou des mathématiques ou de l'informatique, de la réflexion sociale, sociétale, des impacts environnementaux, psychosociaux, industriels, commerciaux, et des impacts qui peuvent être bénéfiques ou négatifs et qu'il convient d'interroger. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, pour citer quelques impacts, un premier qui est intéressant, qui va bien avec... vous êtes ici dans un amphithéâtre de l'UFR de droit, économie, gestion. Eh bien, je ferai référence au développement de la justice prédictive. La justice prédictive, ce n'est pas encore Minority Report, hein, pour ceux qui ont la culture de ce type de film, puisqu'il faut quand même que l'acte ait eu lieu avant qu'on déclenche, contrairement au film, mais c'est quand même la capacité à prévoir statistiquement le résultat d'un jugement qui n'a pas encore eu lieu par une analyse rapide de l'ensemble des jurisprudences. Ça interroge, hein, vous voyez, on peut imaginer que peut-être demain, on ne se contentera pas du prédictif et ça sortira de nos laboratoires. Pour peut-être s'interroger encore plus, je dirais qu'on est en droit de se demander aujourd'hui si l'intelligence artificielle n'est pas déjà au cœur de l'appareil d'État. Lorsqu'on regarde certaines propositions de loi récentes, comme la suppression du HCERES, la suppression du Césaire, ou encore d'autres propositions, on peut se demander finalement si l'IA n'est pas déjà au cœur des outils qui produisent certaines propositions de loi lorsqu'on les lit. On peut s'interroger sur la place de l'IA dans la santé. Alors, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous. Aujourd'hui, une IA, en termes d'analyse radiologique, notamment d'imagerie, produit des résultats qui sont absolument bluffants et beaucoup plus rapides que le meilleur des radiologues, ce qui interroge énormément. On peut s'interroger sur la pédagogie. Je vois aujourd'hui que la pédagogie que vous amenez avec cette activité autour de l'IA remplit beaucoup mieux l'amphithéâtre que la pédagogie traditionnelle que nous développons habituellement. Je vois qu'on n'a même peut-être pas assez de place. Alors à Orléans, à l'Université d'Orléans, il faut bien que je vous parle un peu de ce très bel établissement, université régionale, je vous rappelle, on est présent sur les 6 départements, dans les 7 villes principales de la région. À l'université, dès 2023 et de manière plus conséquente en 2024,
On s'est investi fortement sur le sujet avec la première charte de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, alors qui est aujourd'hui dans le microcosme de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est reprise de plus en plus au niveau national avec des propositions d'évolution. Donc c'est une charte vivante qui concerne les étudiants, les enseignants, enseignants-chercheurs, personnel administratif. Et oui, l'IA pourrait corriger les copies, par exemple. Il y a des sujets. Et donc cette charte très vivante est en train d'évoluer pour devenir potentiellement un modèle de charte pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors pour ce travail quand même qui était novateur en France, je tiens à remercier publiquement ici notre vice-président au numérique, Mathieu Exbraya, qui comme à son habitude se cache, mais qui travaille beaucoup. Alexandre Guyot, notre directeur des systèmes d'information, qui se cache aussi, mais je l'ai aperçu tout à l'heure, qui passe aussi une énergie certaine sur ces sujets. Et puis Monsieur Cerisier Philippe, qui doit être dans le coin, notre responsable des bibliothèques universitaires, car tous les trois, depuis bien avant 2022, ont su soulever le sujet, le porter, le pousser, le tirer et s'interroger sur la transformation des usages que ça allait amener dans nos universités, que ce soit dans l'ensemble de nos métiers, aussi bien administratifs que de recherche. Alors, ce travail se poursuit, on a énormément d'interrogations. Je ne vais pas les partager toutes parce que ça serait très long, puis on n'a pas de réponse. On n'a que des questions. Mais bon, c'est un peu notre rôle aussi. On va essayer d'amener des réponses, bien évidemment. Alors, ce sujet intéresse énormément la région. Je ne vais pas parler à la place de notre président de région qui arrivera tout de suite. Mais encore une fois, un grand merci d'avoir initié cet événement qui va nous faire réfléchir. L'organisation de ce tribunal des générations futures, avec l'expérience de l'équipe d'USBEC et de RICA, qui va constituer un élément de réflexion, de partage, de compréhension, sur des objets qui sont encore très méconnus et très fantasmés. Encore une fois, nous, on en a une vision sans doute un peu différente, puisqu'on se refuse à parler d'intelligence. Le fait que ça se déroule aujourd'hui dans une université, c'est un signe fort du lien que l'on construit quotidiennement et qu'on souhaite renforcer, du lien entre l'université et la société. C'est pour ça que ça me fait chaud au cœur de voir rentrer dans l'université, parce que nous avons cette mission de faire les sciences avec et pour la société. Et ce moment de réflexion, de jeu intellectuel, de joute verbale, sera, j'en suis sûr, un moment unique qu'il vous faudra savourer pour ce qu'il est, peut-être un des derniers jugements réalisés par des humains, peut-être une des dernières animations de cet ordre réalisées par des acteurs en chair et en os, animés par un cerveau biologique. Et donc, je vous laisse juger de cette interrogation. Quel avenir pour ce type de séance? L'IA va-t-il sauver le monde ou le remplacer? En tout cas, je vous laisse juge et je vous souhaite un excellent moment de réflexion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blon. Merci. J'aimerais maintenant accueillir sur scène le président de la région Centre-Val de Loire, Monsieur François Bonneau. On peut l'applaudir. Je vous laisse le micro et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout d'abord, un immense plaisir de vous retrouver aussi nombreux dans cet hémicycle. Un grand plaisir de remercier le président et l'ensemble de l'université. Nous ne savions pas quelle jauge prévoir. On avait prévu au départ une jauge plus modeste, et quand on a vu l'intérêt que soulevait cette approche de l'intelligence artificielle à travers ce tribunal des générations futures, on s'est adressé à l'université en pensant qu'on pourrait y trouver à la fois un intérêt scientifique, intellectuel, social, un intérêt pour les étudiants. Et je crois que grâce au projet de cette université, qui est un projet de formation des jeunes de manière globale, complète, on a le succès que nous observons aujourd'hui. Merci aux étudiants, merci à tous ceux citoyens de notre région, professionnels engagés, tous ceux que ce concept de l'intelligence artificielle mobilise. Je suis très heureux d'être là avec Guillaume Crépin, qui est conseiller régional délégué. On a souhaité avoir une responsabilité auprès de notre exécutif sur les sujets du numérique, d'être là avec, j'ai vu Jean-François Bridé, qui est vice-président chargé de la biodiversité. Vous voyez, si les choses se connectent, et puis de vous retrouver, vous toutes. Pourquoi être là?
je regardais Centre Val-de-Loire. Au départ, on était sur Human Tech Days, puis ensuite Humain et Tech, parce que dans l'aventure du numérique, nous avons considéré que cette aventure n'avait quelque chose d'intéressant et de positif que si la dimension de l'humain, pris dans son acception individuelle ou dans son acception collective, que si cette dimension de l'humain était première. À quoi sert de développer des techniques si cela ne concourt pas à un meilleur épanouissement individuel et collectif? Et moi, je suis très heureux qu'à ce moment d'une étape assez essentielle dans l'aventure du numérique, je suis très heureux que vous ayez choisi cette forme du tribunal des générations futures. D'une part parce que ça fait place très fortement à la notion de débat autour d'un sujet majeur de notre société, et je ne trouve pas aujourd'hui, à l'inverse de ceux qui veulent supprimer le Césaire et bien d'autres choses encore, qu'il y a trop de démocratie dans notre société. Je pense qu'on doit s'enrichir avec plus de démocratie. Les choses techniques vont tellement vite que si nous n'avons pas l'implication des consciences, des citoyens, de celles et ceux qui les représentent, l'implication des jeunes, on fera nécessairement fausse route. Donc, cette approche par tribunal des générations futures. Et là aussi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les décisions que nous prenons dans nos engagements professionnels, dans nos engagements citoyens, politiques, etc., sont bien évidemment des décisions qui ont un impact sur l'avenir. Et qu'on pourrait se dire finalement, comme on ne sait pas, qu'on ne me sait pas, étant donné le rythme d'évolution, ce que les générations futures auront à arbitrer, eh bien nous prenons nos décisions à l'aveugle. Force est de reconnaître que nous l'avons fait trop par le passé et que nous avons assis notre modèle de développement, je ne dis pas notre développement, notre modèle de développement dans une ignorance entretenue de l'impact que ce développement aurait pour les générations à venir. Et qu'il faut se poser la question, quand on a un rythme de développement, quels que soient les domaines, aussi rapide, de ce que cela génère comme creuset pour le développement du vivre ensemble, du plaisir à vivre, du plaisir à habiter pour les générations qui viennent. Donc, c'est une très bonne chose de convoquer ici, dans ce débat, des générations qui ne sont pas encore. Sur le numérique, en particulier l'intelligence artificielle. Je fais partie des générations qui ne sont pas futures, mais qui se posent des questions. Qui se posent des questions, plus d'humanisation, plus de délibération, ou au contraire, moins de place pour les citoyens, pour les femmes et les hommes qui vivent aujourd'hui. Quand je me pose cette question, j'y réponds en disant que le numérique est à l'évidence, dans son émergence comme dans son aventure jusqu'à maintenant, à la fois porteur de risques, mais aussi porteur d'une ouverture de notre monde, d'une ouverture possible des uns aux autres, d'une information, d'une création, etc., d'une automatisation qui, globalement, permet de libérer des choses. Et je suis, en tant que président de région, très attaché à ce que notre région, à la fois dans la place qu'elle fait au numérique, et nous avons ici un conseil régional du numérique qui est extrêmement actif, extrêmement mobilisé, pour les acteurs du numérique, pour la place du numérique dans l'information. Je pense qu'il faut développer le numérique. Je ne regarde pas avant-hier. Jamais. Et nous sommes dans ce carrefour de l'intelligence artificielle. C'est une accélération extraordinaire. Et ça ne pourra être un mieux-être pour l'aventure humaine qu'à un certain nombre de conditions. Et c'est bien que vous l'abordiez. Ces conditions, elles sont, vous le savez, liées aux impacts environnementaux, bien évidemment. On parle de sobriété, etc. Moi, quand on vient me voir aujourd'hui pour créer des data centers, les porteurs de projets me questionnent sur des quantités d'énergie à mobiliser qui sont bien supérieures à toutes les quantités d'énergie mobilisables et jusqu'à maintenant par les différentes implantations industrielles. Et pourtant, notre région est une grande région industrielle. Donc on ne peut pas ne pas se poser cette question. La sobriété, mais j'allais dire au-delà, parce que ça me paraît encore plus important. Je pense que le problème de la sobriété, on pourra le régler, le maîtriser,
encore plus important, et ça, on n'est pas sûr de le maîtriser si on agit en apprenti sorcier. La sécurité de nos vies, la sécurité de nos vies. Si demain, chaque élément de nos vies, par une intelligence artificielle très perfectionnée, devient à la fois totalement connu et exposé, et donc manipulable, je dis que l'intelligence artificielle, à ce moment-là, peut constituer véritablement un risque pour les valeurs fondamentales de l'épanouissement individuel et collectif. Donc, cette intelligence artificielle, si elle n'est pas éclairée d'un débat, encadrée par des principes et par des lois et par des volontés humaines et par des gens qui auront la responsabilité de faire respecter ces lois, ce sera extrêmement grave. Et je le dis, oui, je le dis avec une certaine gravité quand on voit ce qui se passe actuellement dans une grande démocratie du monde. Je le dis très franchement. Est-ce que la rencontre du pouvoir de l'argent au niveau le plus fort avec les techniques les plus élaborées ne constitue pas, par rapport à nos démocraties, un enjeu fondamental? Et le tribunal permet, je crois, d'éclairer ça. D'éclairer nos consciences, d'éclairer nos choix, c'est absolument fondamental. Et puis, dans ce moment où, finalement, l'apport du numérique peut, d'une certaine manière, dépasser nos volontés, quel champ déterminons-nous comme possible pour avancer là-dessus? Alors moi, je dis aux jeunes qui sont là, vous vivez dans un moment d'accélération extraordinaire des technologies, du savoir, etc. Je suis porté à considérer par ma culture, par mes choix politiques, que l'aventure humaine, à chaque fois qu'elle s'est appuyée sur la connaissance, sur la découverte, sur la recherche, a permis des évolutions positives assez considérables. Mais dans ce moment-ci, pour que ces évolutions positives soient vraiment positives et durables, pour que nous ne fassions pas disparaître l'humain du cœur de nos sociétés, je crois qu'il est indispensable que nous ayons ce travail qui relie le progrès scientifique et technologique, la capacité du développement économique à la décision démocratique et politique, et ce débat doit en faire partie. Merci de votre attention. Comment fonctionne l'IA, quels bénéfices en attendent, comment tirer profit de cette technologie dont on redoute aussi des méfaits sur l'humain. L'IA, c'est d'abord une formidable révolution technologique et scientifique pour le progrès et au service du progrès. Et donc, c'est d'abord évidemment de la technologie, de la science, mais notre conviction, c'est que ça doit se faire au service de l'humanité. They can help us solve very hard scientific problems that humans are not capable of solving themselves. Knight takes bishop. Mate. Yeah, looks like you're right. I resign. Thank you for a very enjoyable game. La question technologique qui a longtemps été en Europe notamment décorrélée de la question politique, ça c'est plus possible. Il va falloir, j'ai envie de dire, resynchroniser les deux. D'où la question que nous nous posons, est-ce que l'IA entraîne une course au moins-disant démocratique dans les années à venir? Question à laquelle nous n'avons pas de réponse absolue, mais les signes avant-coureurs sont déjà, pour reprendre votre terme, monsieur le sénateur, sont déjà inquiétants. Une étude qui est absolument fabuleuse, c'est la plus sérieuse qu'on doit aux chercheurs de l'université d'Oxford. Ils ont notamment expliqué qu'il y avait plus de 50% de chances que tous les métiers soient automatisables dans les 100 ans. L'innovation pour l'innovation, sans réflexion philosophique autour, sans réflexion politique sur en fait la notion de progrès et non pas d'innovation, on risque en effet d'entrer dans le mur avec des dégâts et des dommages collatéraux assez terribles. Addressing climate change will not be particularly difficult for a system like that. Google a par exemple un projet de data center qui devrait consommer 7 millions de litres d'eau par jour. C'est à peu près l'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville de 55 000 habitants. Clairement, il y a un impact sur l'environnement.
The potential for AI to help scientists cure, prevent, and manage all diseases in this century. I completely trust you. Il va falloir, en plus de créer des outils comme ça qui nous permettront de contrôler, il va falloir opposer à des ingénieurs du chaos, des ingénieurs de la démocratie. Bonjour. Oui, j'ai une carrière à Slash. J'étais animatrice tout à l'heure et me voici présidente d'audience. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, apparemment, la discipline ne fait pas partie de cette audience, mais je vais passer. Alors, bonjour à tous. Nous revoici et me voici en tant que présidente à vous accueillir dans ce tribunal pour les générations futures. Alors, comme vous allez vite vous en rendre compte, cette juridiction est un petit peu particulière, effectivement, de par le manque de discipline de mes collègues, premièrement, mais aussi le fait que nous n'avons pas de plaignants. En effet, la simple bonne raison est qu'ils ne sont pas encore nés. Donc ce serait difficile pour eux de venir nous donner leurs avis et nous dire quoi que ce soit. Mais néanmoins, c'est notre responsabilité que de leur donner une voix avant qu'ils aient la possibilité d'être sur cette planète avec nous. Alors, le dossier que nous allons examiner aujourd'hui, comme vous l'avez compris, est dans l'intérêt de nos descendants. L'IA va-t-elle sauver le monde ? Alors, pour répondre à cette question, nous accueillons pour cette audience 3 témoins, ici présents sur la scène, enfin, juste devant la scène, qui viendront comparaître à la barre, juste là, dans quelques instants, pour exposer leur version des faits. Pour les interroger, la cour sera composée de Alexandre Kouchner, procureur de la République, monsieur, et aussi maître Thierry Keller, avocat de la défense. Et enfin, avec nous aujourd'hui, nous avons l'exceptionnel Tommy Dessine, qui est notre greffier préféré en France et qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette salle d'audience aujourd'hui, car il est très demandé. Oui, on le voit dans le métro actuellement. Vous pouvez les applaudir. Quant à moi, je m'appelle Leslie et je suis la présidente et j'adore avoir du pouvoir. Alors, défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Et c'est là que vous rentrez en jeu, cher public. Aujourd'hui, à la fin des débats, vous aurez la lourde tâche de prononcer votre verdict. Alors attention, c'est une très, très lourde responsabilité et l'avenir de cette planète est entre vos mains. Donc aucune pression, tout va bien se passer. Donc pour cela, pour donner votre verdict, vous aurez un processus très simple, technologique évidemment, c'est-à-dire qu'on aura un QR code qui s'affiche sur l'écran et qui vous permettra de voter soit oui ou soit non. Alors soyez bien attentifs. Évidemment, comme je viens de le dire, le futur dépend de vous. À présent que notre cours est au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Alors, j'ai un petit problème de micro, mais ça va se gérer. Donc, face aux évidences présentées dans la vidéo d'introduction, nous voici réunis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour répondre à cette question. Est-ce que l'IA va nous sauver, oui ou non ? Alors, cette interrogation est bien sûr volontairement provocatrice. Elle nous invite à explorer notre rapport complexe à l'intelligence artificielle. Comme on l'a dit tout à l'heure, le président de l'université l'avait dit, et aussi le président de la région, de la médecine à la lutte contre le changement climatique, en passant par l'éducation, l'IA se présente comme une nouvelle providence. Mais derrière cette quasi-divination de la technologie, avec le salut autrefois réservé aux dieux, puis au roi, puis à la science, et puis certains leaders discutables, se cache une zone d'ombre. Biais algorithmiques, empreinte écologique massive, exploitation des ressources rares et fractures numériques croissantes, etc., etc., etc. Cette tendance techno-solutionniste mérite d'être questionnée.
Les problèmes créés par nos systèmes socio-économiques et nos choix collectifs peuvent-ils réellement être résolus par une simple avancée technologique? Notre tribunal examinera donc aujourd'hui si l'IA est cette héroïne salvatrice qu'on nous promet ou simplement une nouvelle source de déséquilibres mondiaux. Alors, avant de procéder à l'audition des témoins, je souhaite donner la parole au procureur et à l'avocat afin qu'ils nous informent de leur ligne d'accusation et de défense. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous avez 1 minute. Mesdames et messieurs, bonjour. Non, l'IA ne sauvera pas le monde, pour la bonne et simple raison, d'abord qu'elle n'est pas faite pour, ensuite que le Père Noël n'existe pas, et qu'il serait quand même un peu temps de grandir. Il serait temps de grandir. Bon, sur ces mots, merci beaucoup. Maître Keller, la parole est à vous. Pas plus d'1 minute. Ouais, moi j'ai trouvé ça pas très convaincant ce qu'a dit le procureur. Je suis d'accord avec la dame au premier rang. Madame la Présidente, je pense qu'il faut parfois il y a des moments dans la vie, dans l'histoire de l'espèce humaine, où il faut savoir assumer les choses. Oui, Madame, Messieurs, clairement, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles vont sauver le monde parce qu'elles vont permettre à l'humanité de réaliser son destin, c'est-à-dire celui d'être totalement libéré de tous ces fardeaux. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, oui, ça va bien se passer. Voilà, alors j'étais ravie que vous répondiez en 1 minute, pas plus. Merci beaucoup. J'ai fait 43 secondes. D'accord. Alors... Ça va être long. Nous pouvons démarrer les audiences. J'appelle donc à la barre notre tout premier témoin, Monsieur Gilles Moïse. Nous pouvons l'applaudir. Alors, Monsieur Gilles Moïse, pourquoi... bonjour. Pardon. Pourquoi bonjour. Ça va être long, effectivement. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Voilà, on a un problème de micro qui est en train d'être réglé. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour? Alors, je suis Monsieur Gilles, donc ça c'est mon prénom, Moïse, c'est mon nom de famille. Et je suis là, enfin je crois, vous me direz d'ailleurs, parce que en fait vous m'avez invité, vous n'avez pas expliqué pourquoi, mais je suis là parce que j'ai fait des études d'intelligence artificielle. Je suis natif d'Orléans d'ailleurs. J'ai fait des études d'intelligence artificielle, suite à quoi j'ai créé une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui automatise des processus fastidieux et laborieux autour du traitement des documents dans les entreprises. Et donc je pense que c'est à ce titre qu'on m'a convié. Merci beaucoup. Alors, vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je jure. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Gilles, Monsieur Moïse, vous êtes donc un praticien de l'IA. Vous avez les mains dedans, vous avez la tête dedans. Et je voudrais donc profiter de votre présence pour balayer avec vous un certain nombre de mythes ou en tout cas de discours qu'on entend très régulièrement sur l'IA. Le premier, c'est celui d'une intelligence artificielle et donc complètement autonome. Dites-nous, est-ce que l'IA opère par elle-même ou c'est une machine opérée par des humains ? C'est évidemment une machine opérée par des humains. Les intelligences artificielles n'ont pas de volonté, n'ont pas de conscience, n'ont pas d'envie, n'ont pas de désir, elles n'ont même pas de corps. Les quelques IA qui ont des corps, il y a peut-être des ingénieurs en robotique ici, donc effectivement, c'est ce qu'on a, je dirais, de plus avancé en termes de corps, et c'est encore extrêmement préliminaire par rapport à ce que nous sommes et à ce que les humains sont. Donc non, les IA ne sont pas autonome. D'ailleurs, la voiture autonome n'est pas autonome, elle a été programmée par des gens. Et de la même manière, toutes les IA sont des outils utilisés par des gens à telle ou telle fin. Alors, c'est pas parce que l'IA n'est pas autonome qu'il faut pas réglementer et qu'il faut pas se poser des questions sur ce qu'on peut faire avec. Mais c'est toujours un humain qui fait avec l'IA. Et c'est jamais l'IA qui se réveille un matin et qui se dit « Tiens, si j'allais partir à la conquête du monde ». Ça n'existe pas. Terminator, ça n'existe pas. Par contre, des gens qui peuvent manipuler les gens et produire des contenus déceptifs, oui, ça existe. Donc en fait, l'IA d'elle-même ne pourra pas sauver le monde. C'est éventuellement s'il y a des gens derrière qui veulent sauver le monde avec l'IA.
Autre mythe, s'il vous plaît, l'IA serait un outil neutre et démocratique. Ou alors est-ce qu'il faut considérer que la concentration du secteur entre des acteurs américains ou chinois sert avant tout leurs intérêts, ou du moins leur vision du monde? Alors oui, c'est évident qu'une IA, en tout cas surtout les IA telles qu'on les utilise aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont des modèles de machine learning qui ont été entraînés sur des données, portent une vision du monde, puisque les données sur lesquelles elles ont été entraînées, eh bien en fait, vont avoir une influence sur le fonctionnement qu'elles vont avoir. Et donc effectivement, donner un jeu d'entraînement à une IA qu'on va entraîner, ben, c'est effectivement lui donner une vision du monde. Donc en ce sens-là, effectivement, les IA portent avec elles des visions, soit commerciales, dans le cas de grands groupes privés, principalement américains aujourd'hui, soit effectivement politiques, telles qu'on peut le voir aux US et en Chine. Donc l'outil n'est pas autonome, il n'est pas non plus neutre. Est-ce qu'il est tellement puissant? C'est le dernier mythe que je voudrais interroger avec vous, celui d'une IA toute puissante. On l'a vu dans la vidéo qui rappelait les faits, où on nous répondait tout doctement, notamment Sam Altman d'OpenAI, qui disait oh bon, le changement climatique pour l'IA, fastoche. Ok, on y va. L'un des exemples récurrents, parce que on me parle entre spécialistes, enfin bon, il y a Maître Keller, mais on va quand même se parler entre gens intelligents. L'un des exemples récurrents, c'est celui de la santé. Est-ce que ça peut être noté au greffe? Une petite objection? Je crois que le greffier note fait son d'être... travail. Je voudrais qu'on revienne donc sur le mythe de la puissance de l'IA, et plus particulièrement dans le domaine de la santé, qui a été nommé en introduction. C'est un mythe, ou en tout cas un discours récurrent. L'IA permettrait de détecter des cancers beaucoup plus efficacement sur quasiment n'importe quelle radio. On pourrait même demander à une IA de mieux allouer les ressources de notre système de santé publique en souffrance pour le sauver. C'est quoi votre avis sur ces deux promesses-là? Alors, je pense que ce sont des promesses qui servent avant tout à ceux qui les font, c'est-à-dire les gens qui vendent de l'IA. Les gens qui vendent de l'IA ont tout intérêt, et en ce sens-là, j'ai pas un discours très commercial, mais je ne suis pas invité là pour ça. Mais les gens qui vendent de l'IA ont tout intérêt à dire aux autres que c'est absolument magique et que ça va résoudre tous les problèmes. C'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous dit « Grâce à mes super chatbots, vous allez voir, on va résoudre le changement climatique ». Des gens beaucoup plus calés que moi sont invités aujourd'hui pour en parler. Vous verrez qu'aujourd'hui, non seulement le changement climatique, il ne le résout pas, mais assez probablement, il l'aggrave. Bon, donc oui, alors sur la santé, oui, évidemment, il y a de l'IA en santé, mais aujourd'hui, enfin quand j'ai écrit le bouquin en 2023, on estime que les dépenses sur l'IA en santé, c'était 15 milliards de dollars par an. Une belle somme, hein. Pour info, les moteurs de recommandation, donc la publicité en ligne, c'est 600 milliards de dollars par an. Donc ce qu'on fait avec l'IA, aujourd'hui, c'est des pubs pour que vous achetiez des chaussures. C'est ça l'IA. Très principalement. Non mais je suis désolé, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais c'est ça. Casser, allez-y. Donc voilà. Non mais donc, oui, on fait de la santé, oui, ça marche, oui, c'est aussi des super algos. Tous les chercheurs, on a des physiciens avec nous, évidemment, qui utilisent ça, évidemment que c'est puissant. Mais je veux dire, la réalité économique de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est de la pub. Facebook, c'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, dont 98% proviennent de leur publicité. Google, c'est 300 milliards de dollars par an, dont 80% vient de leur publicité. Ce sont des agences de pub qui ont financé la révolution de l'IA aujourd'hui. Juste, pardonnez-moi, en rebond, Madame la Présidente, pour revenir à cette idée de sauver notre système de santé publique, on pourrait se dire qu'après tout, c'est tellement vertueux comme idée qu'il faut tout essayer. Est-ce qu'au fond, ce qui sauverait notre système de santé publique, c'est une super IA qui allouerait mieux les ressources, ou c'est d'avoir des chambres, des infirmières, des médecins et potentiellement des moyens pour l'hôpital public? Oui, vous verrez, ça s'appelle la réalité. S'il vous plaît, restons polis. Moi, je suis assez sur cette position-là. C'est-à-dire que oui, évidemment. Alors, j'ai la chance de connaître assez bien la directrice du service des urgences de l'hôpital Tenon en Île-de-France, qui est un des plus gros hôpitaux de l'Île-de-France. Donc voilà, c'est significatif, je dirais, statistiquement, comme échantillon. Et elle me dit, c'est vrai que l'IA qui analyse les radios pour moi, c'est pas mal. Alors, elle marche plutôt mieux sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs. Bon, il faut peut-être encore mettre un peu de data sur les bras, mais sur les jambes, ça marche bien. Bon. Mais en revanche, ce qu'elle me dit, c'est on sait qu'avec les politiques de numerus clausus qu'on a eues,
on aura de toute façon ni assez de médecins, on n'aura pas assez de médecins. Et que c'est vrai que moi, à 3 h du matin, quand il y a quelqu'un qui arrive dans mon service d'urgence et que j'ai pas mon radiologue, je suis quand même content d'avoir mon IA. Donc je veux dire, c'est que oui, ça sert à quelque chose. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus vite fait de recruter des médecins, des infirmiers, des aides-soignants que d'investir des millions dans des IA. Maintenant, il faut que ces médecins, ces infirmiers, ces aides-soignants soient formés et soient disponibles. Quand ils ne sont pas disponibles, mieux vaut une machine que rien. Donc, si je résume, elle n'est pas autonome, elle n'est pas neutre, elle n'est pas toute puissante et elle sauve pas le monde. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le procureur. Je vous demanderai de garder vos opinions sur votre collègue pour vous. Pour la Alors suite de ça, je cette peux audience. rien vous promettre. Eh bien, je ne peux pas vous promettre non plus comment ça va se passer pour la suite de cette audience. Merci beaucoup. Maître, le témoin est à vous. Vous avez également 5 minutes et non pas 6 minutes 33, comme votre collègue. Madame la Présidente, je vous prie d'être plus sympathique avec moi qu'avec ce membre de la justice française dont on ne sait pas où il a trouvé son diplôme. Monsieur Moïse, je vous ai trouvé, si je peux me permettre, une petite remarque un peu modérée. Peut-être on peut davantage parler de vous. Je veux dire, vous avez créé des boîtes en intelligence artificielle, vous avez écrit un livre. Donnerons-nous notre langue au chat GPT? Vous avez, j'ai l'impression, fait montre d'une forme de modération, certes, qui vous honore, mais néanmoins, vous êtes un passionné, vous êtes même fasciné par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut un peu gratter ce côté positif de votre personnalité, s'il vous plaît? J'espérais pas avoir montré de trop côté négatif pour l'instant, mais non, mais effectivement, oui, moi je suis passionné par ça. Ça fait très longtemps que j'en fais, et d'ailleurs de l'informatique comme de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant de le rappeler parce que souvent, quand on parle d'IA, on arrive sur des débats un peu plus larges. On parlait effectivement de la capacité d'influence sur les réseaux sociaux, etc. Et donc en fait, quand on parle d'IA, très souvent, on parle de numérique d'une manière générale, et ça n'est pas un hasard, et c'est même en fait assez logique. Alan Turing lui-même, finalement, quand il a créé l'informatique avec sa machine de Turing, très vite, c'est lui aussi posé la question de ce qu'il appelait encore à l'époque l'intelligence computationnelle, ce qui est devenu l'intelligence artificielle. Autrement dit, l'informatique et l'intelligence artificielle, de toute façon, sont liées. Et c'est vrai, je suis tombé dedans très jeune, j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait une thèse là-dessus, ça me passionne. Pour autant, et c'est peut-être justement parce que je m'y suis intéressé pendant longtemps, je ne suis pas fasciné. J'ai l'impression que précisément, les gens qui sont fascinés, ce sont ceux qu'ils connaissent le moins. Parce que quand on l'utilise tous les jours... Vous allez adorer ma plaidoirie alors. Non, mais parce que précisément, quand on l'utilise au quotidien, on voit bien les limites de ces systèmes. Et on voit bien que, oui, c'est très efficace, c'est très puissant, mais que ça reste un outil, que ce sont toujours des humains qui les programment, qui les entraînent, qui les incluent dans des processus, et que, non, moi je me sens pas spécialement menacé par les programmes que je fais. J'espère bien pour vous. Alors, on a le sentiment aussi, en vous écoutant, que vous distinguez, je dirais, une bonne et une mauvaise IA. C'est un peu comme les chasseurs, pour ceux qui ont des lettres. Ce serait quoi une bonne IA, Monsieur Moïse? Une IA peut-être plus souveraine? On a entendu le président de région, Monsieur Bonneau, parler de souveraineté. Est-ce que c'est une IA plus éthique? C'est quoi une bonne IA, en fait? Alors, bon, c'est évidemment difficile. Moi, je dirais qu'une bonne IA, déjà, elle doit être ouverte. C'est-à-dire qu'on doit savoir comment est-ce qu'elle est faite. L'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens qui font ces IA, du fait des montants qu'ils doivent investir pour les créer, sont en fait extrêmement secrets quant à la manière dont ils les font. Et notamment, les derniers modèles d'IA générative de texte sont entraînés sur des masses de textes absolument phénoménales dont on ne sait pas lesquelles elles sont. On ne sait pas sur quoi ChatGPT a été entraîné. Ce qui est potentiellement problématique parce que dans le cadre des IA génératives d'images, par exemple, on sait que l'un des datasets qui était utilisé le plus couramment, Lion, contenait en fait, et personne ne s'en était aperçu, plus d'1 millier d'images pédopornographiques. Donc, premier point pour une IA éthique, c'est évidemment l'ouverture. Comment est-ce que c'est entraîné? Sur quelles données? Ça, c'est hyper important. Deuxième point, souveraine, oui, certainement. C'est-à-dire que puisque, on l'a vu juste avant, l'IA porte avec elle un modèle du monde qui est en fait l'ensemble des exemples qu'on lui a donnés,
eh bien, il faut que ces exemples soient connus, mais qu'effectivement, chacun et chacune, dans sa culture, dans son endroit, puisse avoir une IA qui lui ressemble à peu près, quoi. Effectivement, sur l'aspect de souveraineté. Et puis enfin, mais là encore, d'autres en parleront mieux que moi, une IA frugale. Aujourd'hui, on a des IA qui sont extrêmement énergivores et extrêmement inefficaces. Moi, j'aime bien rappeler, quand je parle d'énergie et d'IA, que notre cerveau consomme 20 watts. Et je trouve qu'il faut penser à ça et le mettre en rapport avec les centrales nucléaires qu'on est obligé de rallumer pour faire marcher les nouvelles IA génératives. Donc ouverte. Vous préférez le charbon peut-être? Comment? Vous préférez le charbon au nucléaire? Ou des modèles frugaux. Maître Keller, on va pas parler non plus de la soupe aux choux et d'autres choses. De la soupe aux choux, Madame la Présidente. Eh bien... Oui, il vous reste à peu près 30 secondes pour finir, monsieur. Ok, donc on a compris la part positive. Ma dernière question est simple. On est en 2025 entre la conférence de Dartmouth qui a initié le terme même d'intelligence artificielle, je crois, en 56. Jusqu'à aujourd'hui, les progrès ont été exponentiels. On est là dans un tribunal pour les générations futures. Ça va arriver, c'est là. Dans le futur, quelles sont les promesses qui pourraient être tenues? Est-ce qu'on va devoir freiner des cas de fer pour que ça n'advienne pas, ou est-ce qu'on accompagne le mouvement? De toute façon, on est un peu forcé. C'est-à-dire que oui, on va accompagner le mouvement. De toute façon, c'est pas complètement nous qui choisissons la technique. Je suis assez ellulien là-dessus. C'est-à-dire que la technologie... Ellulien, Jacques Ellul, voilà, le Jacques système Ellul. technicien. Exactement. Et qui nous rappelle que si l'homme invente la technique aussi réinvente l'homme. Et que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix de s'y opposer. Donc oui, faisons-le. Maintenant, emparons-nous-en en Europe. On est quand même très, très, très dépendant de systèmes américains. Quand ils étaient gentils, ça allait, mais depuis le début de l'année, on a l'impression que c'est plus tout à fait pareil. Donc, emparons-nous-en, faisons-le à notre manière, et puis également, essayons de voir si, en inventant ça, on s'assure qu'on ne détruit pas la planète en même temps, quoi. Bref, ça va nous sauver finalement. Plus de questions. Maître Keller, merci beaucoup. Monsieur Moïse. Merci pour votre témoignage. Merci Madame beaucoup, la Présidente. Monsieur Gilles Merci. Moïse. Vous pouvez retourner vous asseoir. Alors, Madame la Présidente, est-ce qu'il est possible de faire passer un éthylotest, Maître Keller? Parce que j'ai pas l'impression qu'il a entendu les réponses de notre témoin. Monsieur le procureur, je vous demanderai de ne pas essayer de m'influencer. Je ne m'abaisserai pas à ces petites chamailleries. Alors, j'aimerais appeler maintenant à la barre notre deuxième témoin, Madame Giada Pistilli. Madame Pistilli, veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous pouvons l'applaudir. Oh. Oui, vous pouvez le baisser. Est-ce que Maître Keller pourrait le... Parfait, merci beaucoup. C'est pas idéal de passer juste Merci d'avoir répondu à notre convocation, Madame Pistilli. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Giada Pistilli, je suis docteur en philosophie et responsable de l'éthique dans l'entreprise Hugging Face, qui est une plateforme open source collaborative d'intelligence artificielle. Pourquoi je suis ici? J'imagine que je vais représenter un peu l'open source. Merci. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je jure. Merci. Alors, monsieur le procureur, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes et je serai très stricte pour tous les deux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame Pistilli, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste le métier de responsable de l'éthique dans une boîte d'IA et pourquoi votre métier existe-t-il? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler d'une responsable de l'éthique d'une photocopieuse, par exemple. Donc, c'est quoi, on dit aussi éthicienne, je crois, c'est quoi le job d'éthicienne? En fait, je fais de l'éthique appliquée. C'est une branche de la philosophie morale, de l'éthique, qui est apparue vers les années 60 du siècle dernier. Et en fait, c'est appliquer de l'éthique à n'importe quel domaine du quotidien, de la vie de tous les jours. C'est pour ça, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la déontologie des journalistes ou des médecins. Maître Keller, s'il vous plaît.
de l'éthique appliquée, par exemple, au milieu professionnel. Le bioéthicien, peut-être, c'est un métier qui, en effet, parle un peu plus parce que, par exemple, avec les nouvelles découvertes, par exemple, en génétique, ou quand il y avait des discussions sur, par exemple, le clonage ou l'euthanasie, c'est là où on a invité justement des personnes qui avaient étudié de l'éthique pour réfléchir à ces questions. Et donc, de la même manière, on a de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle parce qu'on se rend compte que c'est une technologie qui a énormément de pouvoir. Ça peut avoir un impact positif ou négatif. Et donc, ce sont des personnes qui ont une formation justement pour appliquer le raisonnement éthique à l'IA en général. Et d'ailleurs, on a par exemple l'éthique de la guerre, l'éthique des impôts, et j'en passe. Vous parlez quand même beaucoup de domaines où on parle de vie ou de mort, quoi. Donc là, dans l'IA, on est dans un domaine où on parle de vie ou de mort et où on a besoin de quelqu'un comme vous pour y appliquer de l'éthique. C'est donc que l'éthique n'y est pas naturelle. J'ai du mal à prononcer ce mot en parlant de Maître Keller, mais on va... L'avocat voudrait nous faire croire que l'IA peut sauver le monde. Il nous l'a dit. Encore faudrait-il savoir quel monde on va sauver. Monsieur Moïse nous le disait. Les matériaux sur lesquels sont entraînés ces IA, ces fameux datasets, ont un impact majeur. À partir de quelles données et de quels modèles de langage sont entraînés les IA que nous sommes peut-être amenés à utiliser tous les jours? On est en train de jouer avec quelle vision du monde exactement? En fait, la question est importante parce que la réponse définitive, je ne l'ai pas, puisqu'on ne peut qu'imaginer, justement, comme ça a été évoqué, la question de la transparence et de l'ouverture n'est pas tout le temps là. Ça veut dire que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est soit des approximations ou des estimations, puisque, justement, par rapport au modèle et par rapport aussi aux données, on ne connaît pas exactement sur quelles données les gros modèles en tout cas sont entraînés. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que surtout venant par exemple des géants américains qu'on a probablement l'habitude, je ne vais pas le nommer, mais je pense qu'on a compris de quoi je parle, on a peut-être l'habitude d'utiliser le plus souvent. C'est vrai que si on imagine de manière très caricaturale que les IA sont entraînées sur tout Internet représente à peu près en 90% du langage anglais. Et donc, la langue anglaise, en fait, moi, ça fait partie aussi de mes recherches, c'est de montrer que le langage est porteur et véhicule, en fait, des valeurs et des systèmes de valeurs. Et donc, pour le faire plus simple, c'est aussi des visions du monde. Et donc, en fait, quand quelque chose est entraîné, par exemple, que sur la langue anglaise et que sur des visions plutôt américano-centrées, ce qu'on va être ramené envers nous, puisque ce sont des calculs de statistiques de probabilité, ce sont des visions du monde plutôt américano-centrées dans ce sens-là. Et encore une fois, quand on a la réponse, parce que le reste, on peut l'imaginer. Par exemple, on savait que GPT-3, donc prédécesseur de GPT-4, qui alimente le système ChatGPT, était entraîné à 93% en données en anglais. Après, aujourd'hui, on fait un peu mieux, mais ça reste quand même la langue majoritaire. Même en recherche, d'ailleurs, on communique qu'en anglais, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, si ça sauve le monde, ça sauve surtout le monde californien pour le moment, quoi, en gros. Je voudrais m'intéresser, une fois qu'on a compris, au fond, d'où venaient ces IA dont on peut aujourd'hui se servir, je voudrais m'intéresser à la manière dont l'IA peut gérer le réel. Pour votre thèse, vous avez notamment étudié le déploiement d'une IA dans une ville de la périphérie parisienne. Ce chatbot, c'était donc une boîte de langage, un agent de dialogue, devait rapprocher citoyens et administrations, tout rendre plus clair, un espèce de guichet unique pour les citoyens. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? C'est-à-dire, est-ce que ça a créé de la proximité ou de la confiance? Ou est-ce que, en fait, la complexité du réel n'est pas annulée par le fait que vous avez une petite icône qui marque « Bonjour, je suis Jérôme, je peux répondre à toutes vos questions ». Quelque chose que j'avais sous-estimé, c'est la complexité de la bureaucratie française, surtout. Parce que... Forcément, ça c'est... Oui, là on peut sauver le monde, mais on peut pas tout faire non plus, quoi. On peut pas sauver la bureaucratie, parce que c'est vrai que pour pouvoir rapprocher citoyens et collectivités territoriales, il faut déjà que les collectivités territoriales, à leur sein, discutent et sachent dialoguer entre eux. Attendez, ça vous parle dans la salle à peu près? Ouais, continuez, je vous en prie. Je peux vous donner un exemple. En fait, ce chatbot devait, par exemple, répondre à des questions de n'importe quel sujet sur le quotidien des citoyens. Et je me souviens très bien qu'il y avait une question, par exemple, sur le permis de conduire, parce qu'il y avait différentes aides, en fait, auxquelles le citoyen pouvait faire appel. Et à chaque fois que j'allais au sein, parce qu'évidemment, les clients, c'était la collectivité, donc les différents services. Et à chaque fois que je posais la question sur quelle réponse en fait donner, parce que je rappelle, le chatbot en question n'était pas des l'IA générative, c'était beaucoup plus rudimentaire que ça, c'était par arbre de connaissances.
je passe. C'est quelque chose de très simple. Et donc, quand on devait donner la réponse, je dis, mais quelles sont donc les aides qu'il faut pour ce permis de conduire? Et il y avait un service qui me répondait une chose, un autre service qui répondait autre chose, et le troisième service qui répondait autre chose encore. Donc, en fait, finalement, ça, au lieu de simplifier, ça n'a fait que complexifier, finalement. Donc, Monsieur le procureur. Je récapitule, j'en ai terminé. D'accord. C'est la vie ou la mort. Ça vient beaucoup quand même de Californie et ça peut déjà pas répondre à une question sur comment je fais pour passer mon permis de conduire. Ça va être simple de sauver le monde, vous en faites pas. Merci. Maître Keller, le témoin est à vous. Vous avez aussi également 5 minutes et pas 9. Ok. Attention, je serai un tout petit peu moins de mauvaise foi. Madame Pistilli, on a parlé de... On est beaucoup là sur... Bon, il y a un petit tropisme anti-américain, très net. Quelles sont les chances de voir advenir une IA moins énergivore, plus légère, plus ouverte? On en est où à peu près là en ce moment de votre poste d'observation? C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde souhaite, mais peu font concrètement. C'est vrai qu'il y a aussi un vrai besoin, même je dirais technique, parce qu'on parle souvent d'énergie, on parle souvent donc aussi électricité, etc. Mais ce qu'on nomme pas assez souvent, c'est par exemple la consommation d'eau aussi pour refroidir en fait les data centers ou les ordinateurs sur lesquels en fait ces systèmes sont en train de tourner. Donc c'est vrai qu'il y a tout un champ de recherche qui s'appelle de l'optimisation, qui cherche justement à optimiser le plus possible les modèles pour faire en sorte que, au lieu d'être très gros, énergivores, etc., ils puissent être beaucoup plus petits, mais en gardant à peu près en fait la même efficacité. Un des exemples, on pourrait dire que c'est par exemple le chinois DeepSeek qui a montré que c'était possible de faire un modèle beaucoup plus petit. Mais c'est vrai que là, il y a un petit détail important. C'est vrai qu'il va peut-être consommer moins quand il tourne, on va dire, sur des machines, mais du fait qu'il résonne, vous savez, il y a c'est un peu cette nouvelle architecture qui fait en sorte que on va demander au modèle de prendre son temps avant de nous donner une réponse, de réfléchir de cette réflexion. Mais en fait, paradoxalement, ça va consommer plus, on dit, de tokens, donc en gros, plus de contenu. Et en fait, finalement, c'est pas que ça revient au même, mais il y a aussi une consommation qui vient de là. Merci. Le procureur s'est gossé du caractère rudimentaire du robot conversationnel, du bot conversationnel d'une mairie. Mais essayons d'un peu ouvrir nos chakras, comme on dit aujourd'hui. Ce serait quoi une bonne manière d'interagir avec un bot? Je veux dire, on a aujourd'hui, je crois, des expériences de parler avec les morts, avec des gens qui sont décédés mais qui étaient très proches de nous. On a même une utilisation franchement amicale, voire amoureuse de ChatGPT. Est-ce que c'est si mauvais que ça, si on écarte un peu tous nos préjugés? C'est une question assez complexe parce que ça dépend des cas, évidemment. Là où il va quelque chose qui va jouer, c'est la temporalité. Par exemple, s'il y a une relation qui s'est terminée de manière abrupte, c'est intéressant d'avoir une espèce de copie digitale ou numérique pour faire en sorte de faire le deuil. Même chose, par exemple, avec d'une personne, un proche qui est décédé, en fait. Ça se fait de plus en plus. Après, là, on rentre un peu dans l'acceptation culturelle et sociale aussi, parce que, par exemple, en Asie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, mais parce qu'il y a une histoire, une spiritualité qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus holistique, je dirais. Chez eux, Dieu est partout. Chez nous, c'est plutôt descendant. Donc, c'est beaucoup plus simple déjà, il y a une part de Dieu ici, Monsieur Moïse. Et je ne dis rien du dernier témoin qui s'appelle Sainte Marie. Donc, c'est vrai que ça peut dépendre des cas. C'est pas que à jeter. Il n'y a pas que à Dieu. Donc, ça dépend des cas. Donc, ça veut dire que parfois, c'est quand même cool, quoi. Dernière question, Madame Pizzilli. J'aimerais bien revenir quand même 2 secondes. On est dans un cadre régional ici. Ce serait quoi pour une collectivité, au hasard pour une région, mais ça peut aussi fonctionner pour une université évidemment, ce serait quoi une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, peut-être en termes de gestion des flux de mobilité, peut-être en termes les régions s'occupent des lycées par exemple, ou de l'innovation. Est-ce qu'on a des idées un peu comme ça à court, moyen et peut-être même long terme de ce que ça pourrait offrir comme grande avancée?
Bon, j'ai pas la boule magique, donc je vais pas donner la Alors réponse vous êtes là magique. parce que justement vous avez une boule Parce que magique. bon, elle est petite. J'ai écouté d'un projet qui existe vraiment d'ailleurs à Paris sur, par exemple, la gestion du réseau des eaux et des eaux usées. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle peut aider, par exemple, à trouver des meilleurs patterns ou aider avec la logistique. Mais là aussi, j'insiste, c'est pas que de l'intelligence artificielle générative. Ça peut être aussi des l'IA dites classiques. Donc, par exemple, de prédiction. C'est vrai que là, je parle par exemple, qu'est-ce que ça peut être par exemple un cas d'utilisation pour une région, c'est d'améliorer votre réseau, le réseau hydraulique ou le réseau des transports, logistique, etc. Tout le monde prend les des notes. trains. Voilà. Et dans le système éducatif, c'est un peu plus complexe parce que c'est quand même un peu plus délicat. Mais c'est vrai qu'il y a une notion intéressante vraiment d'accompagnement et donc pas de remplacement, par exemple, pour la prise de notes. Là, vous êtes certains d'entre vous prennent des notes, ce serait intéressant d'avoir un assistant qui prend des notes pour vous, qui va faire un résumé de cet après-midi ensemble. Ça, c'est vrai que ça peut être utile. Donc, verre à moitié plein quand même. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Plus de questions, Madame Pizzilli. Merci à vous. Merci, merci Maître Keller. Merci à notre témoin, vous pouvez retourner à votre place. Alors j'appelle à la barre notre troisième et dernier témoin, Monsieur Jacques Saint-Marie. Veuillez rejoindre la barre, je vous prie. Merci, bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici aujourd'hui ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jacques Sainte-Marie, je suis chercheur, mathématicien à l'INRIA, donc un institut national de recherche en sciences du numérique et à Sorbonne Université. Voilà, je fais des maths pour la prévision climatique, les risques environnementaux, les risques naturels. Je travaille avec des gens de l'Université d'Orléans qui sont ici au premier rang il y a quelques années. Voilà. Ma raison de ma présence ici, donc voilà, c'est pour faire complément avec Monsieur Moïse, là, pour être plus écuménique, puisque je m'appelle Sainte-Marie. Mais non, l'autre raison, c'est que j'ai des fonctions aussi à la direction d'INRIA, où je regarde toutes les questions qui lient numérique et environnement. Le développement d'outils numériques et ses conséquences positives et aussi négatives sur l'environnement. Et je pense que c'est de ça qu'on va parler. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander de parler un petit peu plus près de votre micro. Oui, pardon. bien sûr. Voilà, pour que tout le monde vous entende. Pouvez-vous à présent jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures, de lever la main et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci, merci beaucoup. Alors, monsieur le procureur, le témoin est à vous. Et vraiment, cette fois-ci, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Sainte-Marie, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Depuis tout à l'heure, nous parlons d'IA, comme si ce terme était désormais tellement évident qu'il n'y avait plus besoin de le définir. Je voudrais qu'on reprenne les bases pour qu'on parle vraiment de quelque chose d'identifié. C'est quoi réellement une IA ? C'est une entité sentiente ou c'est une super calculette ? Alors, donc c'est effectivement une bonne question. On peut prendre la question sous plusieurs angles. J'ai essayé de le prendre de celui que je connais un petit peu, qui est la construction des savoirs, la modélisation des systèmes, la mise en équation quelque part. On a tous été à l'école, c'est encore les bancs d'une école ici, d'une université, mais qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école ? On nous a appris à essayer de comprendre les phénomènes qui nous entourent en commençant par des phénomènes simples. Je sais pas, une masse au bout d'un ressort, la trajectoire d'un caillou qu'on lance comme ça, et puis on a essayé de complexifier ces systèmes-là. On ajoute un amortisseur au ressort ou l'affrottement du caillou dans l'air, et ainsi de suite. Et toute l'histoire de la construction scientifique, c'est un peu ça. Partir de choses simples, physique, mécanique, mathématiques, biologiques, et construire des modèles très compliqués pour essayer de rencontrer la réalité. La réalité, c'est la prévision météo, le changement climatique, modéliser une voiture ou un avion, ou je sais pas, la propagation d'une opinion, par exemple dans un groupe ici, comme par exemple dans la salle, l'opinion vis-à-vis de l'IA, par exemple. Voilà. Et là, on rencontre vite des difficultés, parce que les modèles deviennent très compliqués. Mettre en équation un avion, j'ai envie de dire, on le fait bien, on sait le faire. On sait faire un avion, entre guillemets, en simulation. Mettre en équation le fonctionnement d'une plante, d'un seul coup, alors là, beaucoup plus compliqué. Et là, c'est là que l'IA entre en jeu. C'est-à-dire que elle part pas du plus simple, des petites choses pour arriver vers le compliqué, elle part directement des données. Elle part de toutes les données qu'on mesure. Les satellites mesurent plein de choses, les réseaux sociaux, nos traces sur Internet mesurent un certain nombre de choses, et de ça, on extrait de l'information. Donc, vous voyez, il y en a un qui va par croissance en termes de complexité, si on veut, et l'autre va un peu en termes de décroissance. Alors, ils doivent se rencontrer, normalement, je pense qu'on sera amené à en parler, mais l'IA permet quand même beaucoup d'avancées. Typiquement, vous voyez là, modéliser la dynamique d'une opinion, par exemple, votre opinion vis-à-vis de l'IA pendant ces exposés ou ces discours-là, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en termes de modélisation, d'équations, de principes physiques, mécaniques et tout ça. Alors que l'IA, elle, ça arriverait sans doute à faire quelque chose.
Vous nous le rappeliez, vous êtes adjoint au directeur scientifique de l'INRIA en charge de l'environnement. C'est évidemment un sujet majeur. Le plus grand défi de la planète, c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Vous êtes donc sûrement le mieux placé pour éclairer un débat récurrent. Quel est l'impact environnemental de l'IA en termes d'énergie, on en a parlé, d'extraction minière aussi, de consommation d'eau. Bref, Monsieur Moïse nous disait tout à l'heure sur le changement climatique, a priori l'IA n'est pas la solution mais plutôt un facteur d'aggravation. Qu'en est-il? Alors, je vais commencer par la dernière remarque sur le changement climatique. Oui, bien entendu, tout le développement numérique contribue au changement climatique. D'un autre côté, pourquoi a-t-on conscience du changement climatique? Il y a la littérature scientifique, pardon, les rapports du GIEC. Mais qu'est-ce qui reste d'un rapport du GIEC s'il n'y a pas de numérique? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Il n'y a même plus de thermomètre. On n'a plus rien, en fait, pour mesurer. On n'a même plus de mesures. Donc, oui, d'un côté, on y contribue, mais de l'autre, c'est ça qui nous permet de savoir qu'il y a un problème climatique et d'essayer de designer des trajectoires. Je reviens maintenant à la question de base, quel est l'impact environnemental, énergétique de l'IA? Alors, il y a beaucoup de discours et il n'y a pas forcément d'unanimité. Alors, moi, je vous donne la source que j'utilise souvent, on en parlait ensemble en venant ici, c'est le dernier rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, date de fin 2024. Il y en a eu un autre fin 2022 qui avait une teneur très différente. Fin 2022, le rapport disait « attention, on va dans le mur ». La croissance de la consommation électrique de l'IA est énorme et voilà, on n'en produit pas assez, il faudra faire des choix. On ne pourra pas tout satisfaire, tous nos besoins en électricité. Et le rapport 2024 est très différent. Il dit voilà, il y a d'un côté une énorme augmentation de l'utilisation de l'IA, du développement de systèmes d'IA, et en même temps des gains de performance énormes. Et le produit des deux fait que la consommation électrique n'est pas si grande que ça. Alors je vais vous donner juste quelques chiffres. À court ou moyen terme, l'impact de l'IA sur la consommation électrique, donc sur les data centers, en Europe, aux États-Unis et en Asie, c'est 2% de la consommation électrique. Donc c'est pas énorme, 2%, hein, 2% par rapport à le bilan environnemental de l'agriculture. En France, c'est 20%, hein, celui des transports, c'est 30%, à eux seuls. Hein, voilà. Donc 2%, c'est à la fois pas beaucoup, mais c'est quand même en forte croissance. C'est en forte croissance au sens où ça croît plus vite que nos capacités nouvelles de production d'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que pour alimenter ces choses-là, il faut de l'énergie qui n'est peut-être pas trop. Donc c'est pas beaucoup, et encore une fois, il y a des gains de performance énormes, et dans le rapport, dit aussi que ces gains vont sans doute perdurer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des nouvelles innovations qui sont un petit peu dans les cartons, mais ces gains vont quand même sans doute un petit peu perdurer. Et dernière chose, il y a des chiffres qui sont donnés. Alors, une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire pour approvisionner certains data centers. Alors oui, c'est effectivement, c'est un peu effrayant. Mais le problème, il est que ces gros data centers, ils sont localisés en un endroit. Et effectivement, ils ont besoin de 500 mégawatts d'un seul coup. Et donc, pour 500 mégawatts, bah, c'est pas facile d'avoir une ferme solaire ou des éoliennes qui fournissent une énergie intermittente. Donc oui, la façon la plus sûre, c'est d'avoir une centrale nucléaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut construire partout des centrales nucléaires. C'est-à-dire que c'est localisé en certains endroits et là où il y a ces très gros data centers, il faut une grosse source d'énergie. Mais en moyenne, je répète, les chiffres, c'est 2 ou 3%. Voilà. Et en termes d'eau... Monsieur le procureur, je suis vraiment désolée de vous annoncer que c'est déjà 5 minutes. Alors ce sera ma dernière question, Madame la Présidente. Vous nous parliez à l'instant de l'impact du numérique et de l'importance des données, notamment dans la mesure du changement climatique, pour mieux lutter contre ça. Pour ça, encore faudrait-il avoir les bonnes données. Est-ce qu'on est vraiment souverain dans le domaine de la donnée scientifique? Alors, pour faire la jonction avec la question précédente, il y a un problème de connaissance quand même, effectivement. Qu'est-ce que font les grands acteurs du numérique? Qu'est-ce qu'ils consomment comme électricité, comme énergie? Ben, ce n'est pas évident. Les données ne sont pas complètement ouvertes. Je reviens sur un terme qu'a dit, les consommations d'eau. Hein. Un data center, ça ne consomme pas de l'eau. Ça ne boit pas d'eau, un data center. Hein. Ça la prend, ça refroidit et ça la relâche, comme une centrale nucléaire quelque part. Donc, ce n'est pas vraiment une consommation, c'est une capture d'eau et qui ressort un peu plus chaude qu'elle n'est rentrée. Mais bon, ce n'est pas vraiment une consommation. Maintenant, en termes de souveraineté, ça, c'est vraiment une énorme question. Et je vais prendre deux aspects. Le premier, voilà, il se passe des choses outre-Atlantique et toutes nos connaissances environnementales, elles sont effectivement basées sur des données. Je l'ai dit, hein, l'IA amène des révolutions dans la prévision du changement climatique, typiquement, et on en a besoin pour entraîner les modèles, et ça sera mon point suivant. Mais il faut les avoir, ces données-là. Et aujourd'hui, l'USGS, NOAA, NASA, donc les agences gouvernementales américaines, chargées pour l'une de la Terre, l'autre de l'espace et de l'océan, voilà, ils n'ont plus forcément de crédit, et puis les données ne vont pas être disponibles. Et donc, effectivement, ça pose une question. Sans données,
C'est vrai que l'IA, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est compliqué. Celles qui sont existantes, il faut pouvoir les avoir pour pouvoir les utiliser pour entraîner les modèles, et les futures. Il faut pouvoir les capturer, les avoir. Voilà. Et les questions de souveraineté, ça, c'est important. C'est important d'avoir bien conscience de ça, à la fois d'un point de vue scientifique, et vous aussi. Toutes les données que vous utilisez, les gens qui vivent de la publicité, ils vivent de nos traces numériques. Hein. Enfin, ça a été dit, ils vivent de ça. Et donc la question de souveraineté, ça se pose pour nous, pour les industriels, et ça se pose aussi pour les particuliers, de savoir que quand vous êtes géolocalisé, que vous utilisez un Google Doc, faut savoir que c'est comme si vous donniez tout ça à Google gratuitement. Merci beaucoup, Monsieur Sainte-Marie. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur le procureur. Maître Keller, le témoin est à vous et par souci d'équité, je vous accorde quelques secondes de plus avec le témoin. Déjà, ce qui est cool, c'est que le procureur n'a pas fait de synthèse de ce qui a été dit. Forcément, ça ne l'arrange pas du tout. Monsieur Sainte-Marie, est-ce que finalement, cette histoire de coût environnemental de l'IA, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire que bon, ok, ça coûte, éventuellement, là vous dites 2%, c'est en augmentation, mais est-ce que c'est pas... La question ne serait-elle pas ailleurs dans ce qu'elle permettrait de faire dans la cartographie, dans justement les données, sans aller jusqu'à ce que dit Sam Altman qui dit bon, en 2 secondes c'est réglé, mais est-ce que finalement c'est pas un peu ça l'histoire? Voilà, alors effectivement, moi j'avoue que c'est un petit peu ma position, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer qui est celui-là, il faut le minimiser, hein. Je minimise pas. Comme un investissement finalement. Voilà. Ils sont importants, il faut travailler dessus, moi c'est mon job aussi avec mes collègues et d'autres personnes ici j'imagine dans la salle. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose qui est transformant et qu'on en a besoin. Je vais prendre à nouveau un chiffre, le bilan environnemental d'un Français c'est 10 tonnes de CO2 par an et par personne, c'est 10 tonnes. Hein. Et la neutralité carbone c'est 2 tonnes, il faut passer de 10 à 2. Et ce n'est pas en enlevant 1,5% tous les ans qu'on va y arriver, où il nous faut 150 ans pour ça. Il faut des choses transformantes. Et ça, c'est transformant, l'IA. Je ne dis pas que ça va être transformant nécessairement en bien, mais je dis qu'il faut qu'on travaille pour que ça soit transformé en bien. Mais ça nous met sur une autre trajectoire de développement. Voilà. Il faut aller au-delà de l'optimisation. Alors, il y a des choses qui ont été citées tout à l'heure d'optimisation, mais c'est bien, mais il y a des choses qui sont sans doute beaucoup plus transformantes et qui sont sans doute un peu gênantes. Alors, je vais prendre, si vous permettez, un exemple. Pourquoi? Parce qu'on est dans un truc de droit. Voilà. Vous prenez un LLM, donc un Large Language Model, et vous l'entraînez sur les corpus de données juridiques qu'on peut avoir. Alors je sais que ça existe parce que je l'ai vu aussi sur les données agricoles, et donc vous faites ça, et après vous interrogez ce truc-là. Et alors là, ce truc-là, d'un seul coup, il va vous donner des réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, peut-être, je ne sais pas. Il va vous donner des réponses sans doute exceptionnelles, en qualité et en rapidité. Et donc on voit à quel point c'est immensément transformant. Le métier d'un avocat, je ne suis pas un avocat, mais je vois des séries, ce genre de choses, je vois comment ça se passe, je vois le côté j'ai trouvé tel amendement. Pardon, excusez-moi, vous en voyez un devant vous. Voilà. Non, mais je vous avais oublié, pardon. Et d'un seul coup, c'est immensément transformant d'avoir quelque chose qui vous répond comme ça, alors que vous auriez mis quelques jours à faire ces recherches-là, et peut-être vous seriez passé à côté de quelque chose. Et donc, ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est profondément transformant et qui veut dire qu'en termes de travail, sans doute notre façon de faire, c'est pas forcément la bonne. Notre plus-value, elle est sans doute ailleurs que dans ces tâches qui, mine de rien, sont parfois un peu fastidieuses. Alors, tirons un peu le fil de ce terme-là qui me séduit beaucoup, transformant. Déjà parce que c'est pas un terme anglais. Si on va au-delà de la question environnementale, dans quelle mesure on pourrait parler d'une transformation plus globale de notre civilisation, tout simplement? Alors, oui, je pense que c'est ça. Il y a des choses qui ont été données tout à l'heure sur la médecine. Encore une fois, je pense qu'il y a des avancées énormes en termes de nouveaux traitements sur le cancer et ainsi de suite, où l'IA va être utilisée. Je vais prendre juste un exemple qui montre à quel point c'est transformant et au niveau de la valeur aussi de ce qu'on fait. Alors oui, moi j'arrive, j'ai des étudiants en thèse ou des étudiants tout court que je reçois, que j'encadre, qui m'envoient des fois des lettres de motivation. Une lettre de motivation, si vous utilisez un outil d'IA, il vous fait un truc génial. Et donc en fait, la lettre de motivation, elle n'a pas de valeur. Parce que celle qui a la valeur, c'est celle qui est mauvaise. Parce que c'est l'étudiant, il n'a même pas pris le temps de prendre un outil pour l'écrire. Retenez bien ça, soyez mauvais. Mais toutes les bonnes lettres de motivation, elles n'ont plus de valeur. Et donc d'un seul coup, ce que l'IA fait, ça a de la valeur qu'elle puisse le faire, mais une fois qu'elle est capable de faire, ça n'a plus aucune valeur. Plus personne va l'utiliser, ce truc-là. Et vous voyez, c'est ça qui est transformant. D'un seul coup, ces choses qu'on jugeait, avec mes collègues ici, je pense qu'il y a d'autres chercheurs, il y avait le président de l'université qui est physicien, lire des rapports, synthétiser des rapports, faire une évaluation d'un rapport, c'est à la fois bien vu, parce que c'est les gens un peu vieux comme moi, qui n'ont plus beaucoup de cheveux, à qui on demande ça, mais ça nous casse les pieds de le faire. Et ça va le faire. Ouais. Et donc, il y a ce côté changement complet de la hiérarchie des valeurs. Et donc, je pense que dans le travail, et pour dire les choses autrement, l'IA, c'est un peu la révolution qu'on a fait subir aux ouvriers il y a 30 ou 40 ans, où on leur a dit, vissez pas des boulons, les robots vont le faire.
eh ben, les tâches intellectuelles, maintenant, elles subissent exactement ça. Voilà. Mais il ne faut pas forcément en avoir peur. C'est juste qu'on va faire autre chose. Voilà. Et c'est des tâches qu'on jugeait bien et qui sont quand même, mine de rien, fastidieuses. Et il y a des choses pour le faire mieux que nous et beaucoup plus vite. Enfin, heureux. J'ai une dernière question. Quelques secondes. Quelques secondes. Non, mais je voulais revenir rapidement sur les investissements, puisque vous êtes donc à l'INRIA, donc, qui est une glorieuse institution française datant du général de Gaulle. Merci pour Anne. Institut national de la recherche en informatique et en automatique. C'était classe. On en est où des investissements? Emmanuel Macron a parlé de 109 milliards. On voit qu'il y a des dévalorisations boursières aux États-Unis. On perd 500 milliards. En fait, les chiffres sont hyper globaux et bizarres. Voilà, alors justement, il y avait le sommet mondial pour l'IA il y a quelques semaines à Paris. J'étais responsable d'un certain nombre de choses, de livrables qui ont été dévoilés le 11 là, au Grand Palais. Et donc la première tendance qu'on voit, c'est que la fin du big is beautiful, je n'aime pas forcément prononcer ce mot-là, mais la fin du gros, c'est très bien. Sous-entendu, ces gros investissements, ces gros systèmes généralistes surtout, ça, je pense que c'est terminé. C'est plus ça. Et on va beaucoup plus faire des choses dédiées. Alors, vous voyez, j'ai parlé d'un LLM, donc un large language model pour les juristes, pour les agriculteurs, peut-être pour le travail, pour l'enseignement des maths, par exemple, ou toute autre chose. Et on va beaucoup plus vers des choses dédiées. Et le dernier point, peut-être, sur les investissements, voilà, donc il y a faire des data centers. C'était les mots de notre président de la République, faire des data centers. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a des data centers, certes, mais il y a des données, comme on l'a dit. Il y a des entreprises qui doivent se développer, des administrations qui doivent s'y mettre, et des jeunes qui doivent se former à ça. Ça, je pense que c'est important. Parce que vous voyez, vis-à-vis d'un truc qui est transformant comme ça, qui crée des potentialités et des craintes. Le risque pour moi, c'est de dire, ah non, je fais le dos rond, je fais l'autruche et ça va me passer dessus. C'est pas... Non, ça ne nous passera pas dessus. C'est un truc transformant. Il y a deux solutions. Soit on se l'approprie, et sinon, si on ne se l'approprie pas, alors on sera tributaire des outils développés par les autres. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va sauver le monde, mais en tout cas, il faut essayer que ça sauve le monde et il faut travailler au développement de l'IA. En tout cas, c'est ma position. On peut l'applaudir quand même. Merci. Merci, Maître Keller. Merci, merci, je Monsieur vote pour lui. Saint-Marie. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci, Maître. Alors, cher jury, nous avons à présent entendu tous les témoins et j'espère que vous avez été attentifs. N'oubliez pas cette responsabilité qui est sur vos épaules de voter, de prendre des décisions pour les générations futures et donc de changer le monde aujourd'hui. Petite responsabilité. Alors maintenant, nous allons entendre le réquisitoire et la plaidoirie de mes collègues et c'est la dernière chance pour l'accusation et la défense de vous convaincre. Monsieur le procureur, vous avez 8 minutes pour votre réquisitoire. Je vous laisse la scène. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bienvenue au téléachat. Bienvenue. Aujourd'hui, des produits exceptionnels. Un gel douche 11 en 1 qui fait disparaître la cellulite et nettoie les tapis. Des gélules d'huile de vidange qui vous transforment en Brad Pitt sans bouger de votre canapé. Et une technologie magique qui sauve le monde en quelques clics. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la même merde que voudrait vous vendre Maître Keller. Parce Monsieur, que... s'il vous plaît, pas de mots merde. Non, c'est mémère. Mémère. Pardon. Alors, oui. Non, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'IA pour sauver le monde. Pour une bonne et simple raison, ce n'est pas fait pour. Gilles Moïse, lui-même, entrepreneur dans l'IA, nous a exhortés à sortir de la fascination devant cette technologie qui ne peut pas tout faire. Alors, que les choses soient claires. Les capacités des IA vont bouleverser notre manière de travailler. Il serait illusoire de penser que nous empêcherons l'IA d'être déployée. C'est transformant, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre la technologie du tout. Je suis juste pour la lucidité. Je ne crois plus au Père Noël. Pour sauver la planète, plutôt que juste de cliquer, il faut s'intéresser à ce qui est juste, à ce qui est bon et à ce qui est vrai. C'est-à-dire autant de catégories morales qui ne s'appliquent pas à cette technologie. L'IA, au fond, d'abord, elle est maximaliste. Elle se concentre sur une tâche pour l'exécuter le plus efficacement possible. En fait, une IA, ça ne fait pas le bien, ça fait bien les choses. Et ça nous amène tout simplement au désastre des trombones de Nick Bostrom. C'est une expérience de pensée assez simple. Ce philosophe suédois, ex-directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité de l'université d'Oxford, a imaginé le scénario d'une IA qui a une mission simple, fabriquer
des trombones. Jusqu'ici, c'est pas très grave. C'est des trombones, c'est petit, c'est pratique. Seulement voilà, si c'est son unique but, l'IA va vite se rendre compte quand même, ce serait quand même vachement mieux s'il n'y avait pas d'humains qui pouvaient éteindre cette IA. Parce que si les humains éteignent l'IA, ben on fabrique moins de trombones. Et ça, c'est pas son but. Or, en plus, chez les humains, il y a énormément de matériaux, d'atomes, qui peuvent être transformés pour faire des trombones. Et donc, si vous demandez à une IA juste de fabriquer des trombones et le plus de trombones possible, eh bien, l'IA va faire exactement ça. Elle va se diriger vers un futur avec beaucoup de trombones et aucun humain. Moi, je soupçonne quand même le Christophe Rocancourt des Prétoires d'être le lobbyiste des fabricants de trombones. Il vous l'expliquera mieux que moi. Pour éviter ce scénario, il faudrait que l'IA intègre des valeurs éthiques, comme la vérité, par exemple. Oui, alors là, le problème, c'est que ce n'est pas fait pour ça non plus. Une IA basée sur la technologie LLM, comme nous en parlait M. de Sainte-Marie, eh ben, c'est probabiliste. C'est conçu pour prédire la suite de son discours, la suite la plus probable, pas pour en comprendre le contenu. En d'autres termes, une IA peut vous baratiner. Nous parlions tout à l'heure de droit. À Vancouver, en 2024, une avocate a perdu une affaire de garde d'enfants. Pour une raison toute simple, elle a basé son argumentaire sur des recherches effectuées avec ChatGPT qui lui avait fourni 2 jurisprudences imbattables dans son cas. Sauf qu'elles étaient fausses. L'IA a inventé des jeux. Ça ne signifie pas que l'IA vous ment tout le temps. Ça signifie qu'elle peut vous mentir beaucoup. Il y a à peine un mois, des chercheurs de la Columbia Journalism Review ont demandé à 8 modèles d'IA d'identifier la source, l'éditeur ou la date de publication de divers articles. Les résultats font un peu flipper. 60% des réponses contenaient des faux liens, des fausses sources ou des citations imaginaires. Alors, l'IA ne vous ment pas tout le temps. Mais quand elle le fait, c'est avec plomb. Elle vous dit, voilà les faits. On va la croire, puisqu'on pense qu'elle est neutre. Alors, je suis navré, mais pour trouver de fausses réponses, assénées avec certitude sur des sujets graves, la France n'a pas besoin de l'IA. Elle a déjà l'ENA. Donc, en fait, on n'a pas besoin de ça. Maximaliste et probabiliste, l'IA n'est pas une technologie pensée pour sauver le monde. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment déployée par les ONG. Elle est plutôt déployée par des entreprises pour gagner en productivité. Parce que c'est ça le but premier à la base. C'est gagner du temps, potentiellement pour produire plus, et si possible, avec moins de monde. C'est quand même plus pratique. Selon une étude d'un site américain spécialisé en ressources humaines, 48% des entreprises américaines ayant adopté ChatGPT ont d'ores et déjà procédé à des licenciements. Alors, si votre moyen pour sauver le monde ressemble à un plan social, c'est que vous l'avez cherché sur Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Parce que, oui, on est obligé quand même de le préciser, les sociétés ou les États les plus en avance dans le développement de l'IA, c'est-à-dire les États-Unis ou la Chine, ne sont pas exactement aux mains de grands philanthropes. Il faut quand même être aussi naïf que le ravi du chatbot pour penser que Xi Jinping et Elon Musk veulent sauver le monde. D'ailleurs, comme nous le précisait Giada Pistilli, ils veulent sauver plutôt leur monde, leur vision du monde. Et perso, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vois pas le techno-féodalisme réactionnaire ou la dictature du Parti communiste chinois comme la voie du salut. Il y a un truc fou, j'aime bien la démocratie. Ça va lui faire peur. Alors, j'entends déjà le commercial en solutions artificielles nous dire « Non, non, mais paniquez pas, ce n'est qu'un outil. » Ben, c'est faux. D'abord, on ne peut pas dire à la fois « ça va tout changer et ce n'est qu'un outil ». C'est une contradiction. Mais surtout, ce n'est pas vrai. Un outil, c'est un objet neutre qui prolonge l'action de la main. Ces machines ne sont pas neutres. Elles sont développées de manière opaque dans un secteur ultra concentré entre des mains aux projets idéologiques identifiés et néfastes. La puissance de ces machines est telle qu'on a créé le job de Giada Pistilli. Vous avez jamais entendu parler d'une éthicienne d'un marteau? Ben non, il n'y en a pas. Pourtant, un marteau, ça peut faire du mal. Et puis, au fond, réfléchissons un tout petit peu sincèrement. Si on voulait sauver le monde, que ferait-on? D'abord, on chercherait à protéger la démocratie. Bon, manque de bol, pour le moment, l'IA est surtout employée pour créer de fausses informations et déstabiliser des élections. On chercherait peut-être à rétablir la paix,
Alors ça va être bien, on va envoyer Siri ou Alexa en Ukraine, à Gaza, au Congo ou au Yémen, et on va leur dire « Dis Siri, fais la paix ». Ah ouais, non, ça va. Ou alors, et surtout, il faudrait aussi lutter contre le réchauffement climatique. Jacques Sainte-Marie nous a rappelé combien ces technologies sont aussi dépendantes de données que nous ne maîtrisons pas dans ce combat. Et encore une fois, l'énergie nécessaire pour les faire tourner est telle que Google, Microsoft et Amazon ont annoncé vouloir construire leur propre centrale nucléaire. Ce n'est que dans un endroit, c'est pour un besoin précis, mais enfin, a priori, c'est quand même qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors bon, si ça ne fait pas la paix, que ça endommage les démocraties et que ça peut potentiellement accélérer le réchauffement climatique, ça va être compliqué de sauver le monde avec l'IA. Et puis surtout, vous en avez pas de l'éternel messianisme. Jésus, Karl Marx, Zizou, Steve Jobs, et puis maintenant l'IA. Puis, au fond, c'est toujours la même fausse promesse. Pas besoin de t'engager, il y a quelqu'un qui gère. Au fond, mesdames et messieurs, croire que l'IA va te sauver le monde, c'est le stade ultime de la déresponsabilisation. C'est penser qu'une technologie pourrait rattraper notre égoïsme, notre consumérisme et notre court-termisme. Mais la réalité, pour sauver le monde, mesdames et messieurs, il va surtout falloir se sortir les doigts du clic. Nous ne sommes condamnés ni à la fin du monde, ni au délire techno-solutionniste. Pour faire changer les choses, on a une ancienne plateforme, un truc vieux, mais qui fonctionne, mal, mais quand même qui fonctionne, c'est la démocratie. Et en France, on a un logiciel un peu usé, mais indispensable. Il s'appelle la République. Et on a des programmes qui œuvrent pour le bien commun. Ils s'appellent les services publics. Et l'énergie pour faire tourner ce système, c'est pas 19 centrales nucléaires, c'est l'engagement civique et citoyen. Croire qu'une machine va faire le job à notre place, c'est juste reconduire la même pensée magique. La vraie rupture, mesdames et messieurs, la vraie modernité, c'est de croire en nous. Elle est là, la modernité. Et ça commence par accepter notre responsabilité en affirmant que non, il n'y a pas d'IA pour sauver le monde. Ça tombe bien, on s'en charge. Merci. Merci, monsieur le procureur. Je vais laisser... quel succès! Je vais laisser le dernier mot à la défense. Nous allons maintenant entendre l'avocat Maître Keller. Nous vous écoutons. Vous avez également 8 minutes. Tâchez d'être aussi convaincant et émouvant que monsieur Kouchner. C'est une blague. On se serait cru dans un congrès du Parti communiste en 1977. Très belle année. Ce qui est dingue, c'est qu'il fut un temps où la gauche était vraiment progressiste. Aujourd'hui, elle est devenue réactionnaire. C'est hallucinant. Alors, quand on est là, on a vraiment envie de dire, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, madame la présidente, chers témoins, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette histoire qui est celle d'un individu britannique qui s'appelait Ned Ludd. Les Éluliens le connaissent, bien sûr. En 1782, un ouvrier agricole anglais, nommé donc Ned Ludd, a organisé la destruction des machines à tisser qui, selon lui, détruisaient les emplois. Depuis, on appelle les Luddites les partisans de Ned Ludd. Les Luddites sont les ennemis du progrès. Ils pensent que les machines sont l'œuvre du diable. Les Luddites ont successivement refusé les métiers à tisser, donc, mais aussi le chemin de fer et la voiture, l'ordinateur, Internet. Aujourd'hui, leurs héritiers sont appelés tout naturellement les néo-luddites. Sans surprise, leur nouvel ennemi est l'intelligence artificielle, évidemment. Le procureur Kouchner, ici présent, est un néo-luddite. Il ne le sait pas, mais c'en est un. Il veut vous faire croire que l'IA est dotée d'une intention. Son histoire de trombone, à laquelle j'ai rien compris, était un peu confuse. J'ai néanmoins saisi vaguement l'idée. L'IA vous manipule, l'IA vous baratine, c'est le terme que vous avez employé. Étrange, me suis-je dit en l'écoutant, pour quelqu'un qui a rédigé son réquisitoire grâce à ChatGPT.
Alors, mesdames, messieurs, si on avait écouté les gens comme lui, on labourerait encore nos champs avec des bœufs. On se déplacerait encore à cheval pour ne pas mettre au chômage les maréchaux ferrants. On soignerait le Covid avec de l'homéopathie et on n'aurait pas de machine à expresso. Alors, dans quelques instants, vous allez devoir répondre à cette question qui est assez vertigineuse, il faut l'avouer. L'IA peut-elle sauver le monde? Et bien évidemment, vous allez répondre oui. Quoi? Sauver le monde? Vraiment sauver le monde? Qu'on soit pour ou contre l'IA éventuellement, mais sauver le monde? Oui. Assumons de considérer que l'intelligence artificielle peut sauver le monde. Malheureusement, on a été mal habitué avec un certain nombre d'inventions ou d'innovations qui supposément étaient censées sauver le monde dans les années précédentes. On a entendu des choses idiotes. Facebook, ça va sauver le monde. La blockchain, vous vous souvenez? Ça va sauver le monde. Les Google Glass, ça va sauver le monde. Le dernier en date était formidable, le métavers, ça va sauver le monde. Et puis à chaque fois, gros flop. Soit parce que ça n'a rien donné, soit parce que non seulement ça n'a pas sauvé le monde, mais ça l'a un peu plus détruit. Et en effet, à part avoir permis à Mark Zuckerberg de posséder un compte en banque, j'ai vérifié hier, de 216 milliards de dollars, et éventuellement aussi d'ailleurs de se mettre au MMA, ce qui n'est pas complètement débile pour ce qui le concerne, Facebook, c'est assez moyen en termes de progrès humain. Mais nous sommes comme ça, j'allais dire, nous, les héritiers de la grande civilisation judéo-chrétienne. On attend toujours notre sauveur, notre terre promise, monsieur Moïse. On est en quête de rédemption. On pense qu'on a péché, alors on est prêt à tout pour notre salut. Et là, miracle, si j'ose dire, l'intelligence artificielle. Mesdames, messieurs, aussi surprenant, aussi inattendu, et d'ailleurs aussi stupéfiant que cela puisse paraître, l'IA va vraiment sauver le monde. Et ce miracle tient en un concept qui, précisément, n'a rien d'un miracle au sens religieux du terme. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont inventé l'outil de leur propre émancipation. L'IA va permettre à l'humanité d'accomplir son destin ultime, l'avènement de la civilisation du bien-être. Quand on y réfléchit et quand on simplifie notre histoire au maximum, finalement, qu'est-ce qu'on ne fait que faire depuis environ 100 000 ans en tant qu'espèce? Vers quoi notre but ultime est tendu? C'est l'arrachement à notre condition d'animaux, l'arrachement à la nature, l'éradication de la souffrance. N'ayons pas peur de le dire, la quête du confort. Alors certes, 100 000 ans d'histoire, tout ça pour finir par se faire livrer un Pokéball devant Netflix, avec un chauffage à 21 degrés, été comme hiver, ça a un petit côté pas trop glorieux. Mais c'est pourtant la vérité. C'est ça, en fait, le sens de l'histoire. Hegel, si tu nous entends. Notre quête ultime, c'est pas tant la liberté ou le bonheur, c'est le bien-être. Et l'IA va nous y mener tout droit. L'IA n'a pas d'intention parce que l'IA est un gigantesque agrégat de données. Il va nous connaître mieux que nous-mêmes. Elle va réaliser, d'ailleurs, elle a commencé à le faire, tous nos désirs. Elle va résoudre nos conflits. Elle va, en réalité, nous soulager de tous nos fardeaux. Monsieur Sainte-Marie, vous l'avez presque dit comme ça. D'ailleurs, non, vous l'avez dit comme ça, on réécoutera les bandes. Ça commence évidemment en ce moment avec ces petites choses qui vont nous aider et qui ne sont que des prémices. Pardonnez-moi, monsieur Moïse, de citer à nouveau votre entreprise, Récital, qui permet le traitement de données complexes. D'une certaine manière, on pourrait dire, en vous paraphrasant, monsieur Moïse, que en particulier les intelligences
artificielles génératives ne vont pas remplacer les êtres humains, mais vont remplacer des êtres humains, ceux qui sauront mieux utiliser ChatGPT. Suivez mon regard. Madame Pistilli, vous êtes une brillante éthicienne, ethicist, si je parlais anglais. Vous nous avez quand même avoué à demi-mot qu'un deadbot, un chatbot appliqué à la relation entre les vivants et les morts, pouvait apaiser le deuil de certains individus. Si ce n'est pas en partie sauver le monde, je ne sais pas ce que c'est. Monsieur Sainte-Marie, vous êtes allé un, voire plusieurs crans plus loin, puisque vous nous avez parlé d'intelligence artificielle transformante. Vous n'avez pas utilisé de morale dans ce terme transformant. Vous avez assez froidement, comme un scientifique, un mathématicien que vous êtes, et c'est pour ça que je pense qu'on peut vous faire confiance, expliquer comment des pans entiers de notre civilisation allaient être profondément transformés. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui n'est réellement rien par rapport à tout ce qui est promis pour demain grâce à l'intelligence artificielle. Car demain, c'est notre vie qui sera soutenue au sens support par des intelligences artificielles dans les domaines de l'industrie, évidemment dans les domaines de la gouvernance, à condition qu'on sache s'émanciper d'une forme de bureaucratie à la française, dans la médecine, dans la culture, dans les relations amoureuses. Elle gérera absolument tous les aspects de notre existence. Mais on est déjà prêt pour ça, et soyons honnêtes avec nous-mêmes. On marche le nez collé sur nos écrans pour nous diriger dans la rue grâce à Google Maps, qui est une forme rudimentaire d'intelligence artificielle. On a fait de ChatGPT ou de DeepSeek ou de Mistral nos meilleurs amis, nos confidents, nos alliés dans l'existence. Nos voitures se conduisent, je vais le dire à la manière d'un avocat et pas d'un scientifique, toutes seules. Nos gigafactories sont déjà aujourd'hui entièrement administrées par des robots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à des droïdes, comme dans les films de science-fiction. Mais ça ne va pas être exactement comme dans les films. Ce ne sera pas comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, HAL 9000 qui va prendre le pouvoir sur Peter dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce ne sera pas Matrix, ce ne sera pas Terminator. Non, dans la vraie vie, les intelligences artificielles seront profondément à notre service. C'est ça, en fait, le changement de civilisation. Ça deviendra même fatigant de faire la guerre. On n'aura plus besoin de travailler pour vivre. On aura une armée d'êtres digitaux sans âme, soumis à nos désirs. Fini les efforts, fini la charge mentale. Et je vais même vous dire, fini les névroses. Fini les névroses. Ça va en soulager plus d'un, ça, dans cette salle, non ? Comme le dit le philosophe Julien Gobin, l'IA, c'est le rêve des Lumières enfin réalisé. Et non seulement nous serons délivrés de nos chaînes, mais grâce à l'ultra-optimisation, je ne parle pas de 2025, je parle de dans quelques années, pour les générations futures, nous sauverons aussi la planète. Bref, mesdames, messieurs, l'IA, c'est, j'allais dire, la quadrature du cercle. Imaginez une collectivité, une région au hasard, administrée par un réseau intelligent qui coordonne les transports, l'innovation, en lien avec les aspirations profondes de nos concitoyens. C'est pas le paradis, ça, franchement ? En 1789, puisqu'on parle de République, moi aussi j'ai des lettres, monsieur Kouchner. Saint-Just s'était écrié le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le bien-être est une idée neuve dans le monde entier. L'IA va supprimer des emplois ? Oui, 49%, 55%, mais en fait, non, 100% des emplois vont être supprimés. Et en fait, c'est peut-être ça la merveilleuse nouvelle qui nous attend tous. Donc non, monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord avec vous pour qu'on se plaigne que ça va mettre des gens au chômage. Les maréchaux ferrants, je l'ai dit, ont été mis au chômage. Est-ce qu'ils s'en plaignent aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas... Maître Keller, je vais vous demander de conclure très Madame la vite. Présidente. Non, mais il faut être honnête. Je pense que c'est important qu'on ait de l'intégrité dans nos prises de parole.
Je ne sais pas si c'est la meilleure nouvelle de tous les temps ou au contraire le piège absolu, la fin de l'humanité. Je ne me situe pas encore une fois sur le terrain moral. Ce qu'on va gagner en confort, ne va-t-on pas le perdre en liberté, voire en libre arbitre? C'est pas à moi d'en juger ici. Ce que je sais, mais que vous savez aussi tous, chacun d'entre vous, en votre fort intérieur, c'est qu'au train où vont les choses, ça va arriver. Certes, on a quelques petites péripéties sur notre chemin. Trump, Musk. Mais au regard de la grande histoire, au regard de ce que certains appellent la big history, très sincèrement, tout ça sont des soubresauts d'un vieux monde qui refuse de mourir. À l'heure, mesdames, messieurs, et ce sera ma conclusion, à l'heure où chacun pressent bien que la fin du monde n'est pas totalement très loin de nous, l'IA est réellement la divine surprise qui va nous éviter l'effondrement. Alors je vous le demande, chers jurés, mesdames, messieurs, votez oui à la question de ce tribunal. Par votre vote, vous aurez démontré votre clairvoyance. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Maître Keller. Vous pouvez vous rasseoir. Merci à vous, chers jurés, pour votre attention toute particulière pendant cette plaidoirie et ce réquisitoire. Alors, l'heure de la délibération a sonné. Je vais vous inviter à sortir vos téléphones portables pour nous prendre en photo. Non, je rigole. Pour prendre en photo le QR code qui se trouve juste là. Quoi? De la technologie? Un QR code? Bouh! Voilà. Buvez de l'eau, maître, buvez de l'eau. Nous avons perdu mes collègues. Donc voilà, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Si ça ne fonctionne pas, pas de panique, vous pouvez aller sur le site slido.com, slido.com, et entrer le code qui est affiché juste là, le hashtag, mais le code c'est sans le hashtag, c'est TGFCVL. Donc voilà, donc je vous invite tous à voter à la question: l'intelligence artificielle va-t-elle sauver le monde? Quelle est votre réponse? Oui, non. Quel réquisitoire ou plaidoirie vous a le plus convaincu? Quel témoignage vous a le plus convaincu? C'est le moment de répondre pour les générations futures. N'oubliez pas, l'avenir de cette planète dépend de vous dans cette pièce. Aujourd'hui, aucune pression, mais quand même un petit peu. Vous avez 5 minutes. Alors, en attendant que les votes se passent, mesdames et messieurs, je voulais faire quelques précisions. Ce procès auquel vous venez d'assister est une conférence spectacle. La conférence, alors ce sont les témoins que vous avez entendus, qui ont partagé leur expertise, donc là, et leur point de vue. C'est la partie très sérieuse de ce format. Merci de les applaudir à nouveau, car ce n'est pas toujours facile. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas toujours facile de se faire cuisiner par nos très professionnels maîtres et procureurs. Et le spectacle, eh bien, c'est nous, la cour, comme vous l'avez pu le deviner. Je ne suis pas présidente, mais bon, c'est vrai que je serais une parfaite présidente d'audience, il est vrai. Que Maître Kouchner et Maître Keller ne sont pas des vrais avocats et procureurs, et que dans la vraie vie, apparemment, ils s'entendent bien. Donc voilà, les rumeurs courent. Les points de vue qui ont été défendus aujourd'hui. Et on peut applaudir Madame la Présidente. Oh, bah oui, Leslie Merci. Casteran. Merci, Leslie. Fayot. Merci. Donc les points de vue qui ont été partagés aujourd'hui ne reflètent pas forcément, ou peut-être reflètent la réalité pour notre ami communiste à côté de moi. Et voilà. Donc, est-ce que notre huissière est prête avec les résultats? C'est la question. A-t-on les résultats? Non, pas encore. Donc, en attendant les résultats du vote, je vais vous raconter ma vie. Non, je rigole. C'est une catastrophe. Pourquoi pas? Nous avons complètement perdu la présidence de cette audience. Non, mais comme vous pouvez voir, ce genre de format est très sympathique et nous permet d'avoir des expertises qui sont toutes très Attends, sérieuses. juste un truc, t'es en train de meubler là, c'est ça? Non, mais oui, parce que ça y est. Donc d'un coup, on tutoie la présidente, quoi. Nous avons enlevé les masques. Merci beaucoup à notre huissière, nous pouvons l'applaudir.
Et évidemment, dernière note aussi, notre greffier n'est pas un vrai greffier. Mais le point vrai, c'est qu'il est demandé de partout en ce moment et qu'il a beaucoup de succès. Alors, nous avons les résultats. Enfin, j'ai les résultats. Ah, on me fait faire des maths. Alors, en plus, on m'a mis un résultat. Donc, dans l'intérêt de nos descendants, le tribunal pour les générations futures déclare à la question: l'intelligence artificielle va-t-elle sauver le monde? La réponse est non, à 78%. Bravo. Alors, je vois la déception sur le visage de Maître Keller. Non, c'est pas de la déception. Je dirais que ce pays commence à vraiment me décevoir. Voilà. Alors. Mais vous savez, maître, personne ne vous retient. Si vous voulez, on pourra vous faire un visa pour aller aux États-Unis. Alors. Merci pour cette participation pour notre greffier. Alors, mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à la Cour, merci à notre greffier Tommy Dessine, merci à nos témoins, merci à vous tous d'avoir joué le jeu avec nous, merci à mes collègues, merci à la région Centre-Val de Loire d'avoir porté ce projet et à l'Université d'Orléans de nous avoir accueillis. La séance... Alors attention! Je n'ai pas encore tapé le marteau. Il va encore se passer quelque chose. La séance de ce jeudi 27 mars 2025 est levée. Mais nous avons invité Guillaume Crépin à nous rejoindre sur scène, conseiller régional délégué au numérique, à nous rejoindre pour clôturer cette séance. Et après seulement, je taperai. Et moi, je voudrais remercier les 22% qui ont voté pour le oui. Qui sont-ils? Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Monsieur l'avocat de la défense, mesdames et messieurs les témoins, et surtout, chers jurés, merci de votre présence et de cette organisation de ce tribunal absolument saisissant, parce que vous avez vu à la question l'IA est-il une solution miracle pour accélérer la transition écologique, pour démocratiser l'accès à la connaissance, pour renforcer les services publics? Question à laquelle vous avez répondu à 78% non, peut-être. L'IA est-elle facteur de risque? Perpétue-t-elle les biais sociaux? Creuse-t-elle les inégalités? Et renforce-t-elle la dépendance aux géants du numérique? Vous avez répondu oui, peut-être. Et ce verdict, vous l'avez rendu au nom des générations futures, au nom de ceux qui sont devant nous, qui vont nous succéder. La façon dont la région Centre-Val de Loire se pose la question, elle est aussi vertigineuse que ce procès l'a montré. On voit bien que finalement la question est extrêmement complexe et qu'il faut absolument se la poser dans toute sa complexité. L'impact sur la démocratie, l'impact sur l'environnement, l'impact sur nos modes de vie, mais aussi les opportunités que peut amener l'IA en étant extrêmement transformante finalement dans nos modes de production, peut-être en étant quelque chose qui accélère finalement l'émancipation de l'homme vis-à-vis du travail. On voit que cette complexité de la question est énorme. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce tribunal avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse certaine aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on souhaite affronter ce sujet, maximiser l'ensemble des opportunités que cette révolution technologique apporte, tout en ayant conscience de l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et demain, aujourd'hui et pour les générations futures. Donc ce tribunal était une étape de réflexion régionale de l'ensemble des acteurs du Conseil régional du numérique qui sont présents et qui travaillent à nos côtés depuis longtemps. On espère que ce moment vous a permis de vous faire une idée sur cette complexité de cette question. Et on vous donne rendez-vous pour un certain nombre d'étapes qui vont se passer dans chacun des départements, autour notamment des places du numérique. Je salue la troupe de théâtre Nomade Isseran qui va rejouer
finalement ce tribunal sur chacune des places de préfecture dans les départements auprès de l'ensemble des jeunes de cette région, parce qu'on veut mettre cette question au cœur du débat. C'est une question qui est éminemment politique, ce n'est pas une question technique, c'est une question éminemment politique. Et donc, à un moment donné, il faut que le choix il soit fait par les citoyens. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre ça en débat. Merci encore pour ce tribunal. Belle audience et je crois que la séance est levée. La séance est levée. Merci.